nouveau CQFR, il n'y avait qu'un seul match la nuit dernière, le Game 2 entre Minnesota et Golden State. Victoire des Timberwolves 117-93, Minnesota qui rétablit l'équilibre. Ça fait un partout maintenant dans la série. C'était le premier match disputé sans Stephen Curry pour les Warriors. Shai, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Que Minnesota a fait le job sans briller plus que de raison, hein. Je pense qu'ils auraient aimé. Alors, le score est confortable à la fin, l'écart est confortable, mais ils n'ont pas fait un très très grand match. Donc, je retiens qu'ils ont assuré l'essentiel. Je retiens que les Warriors ont tenté plein de choses, des choses surprenantes comme Steve Kerr sait en faire depuis des années. Enfin, on en reparlait juste avant de commencer, mais même TNT n'était pas prêt pour Kevin Knox en début de deuxième quart-temps. Ils ont marqué away player sur le line-up, sur le bandeau, c'était assez marrant. Voilà, il a fait jouer des joueurs hors garbage time qu'on n'avait plus vu depuis des millénaires. Il a retenté des choses, relancé des joueurs comme Kuminga, comme Trayce Jackson-Davis. Quinton Post était titulaire, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 minutes, mais Kerr a encore tenté des choses, donc comme aime bien nous le dire Théo, il est vraiment plein de ressources et c'est intéressant à observer. Par contre, la logique a été respectée. Des Warriors sans Curry, les Wolves qui étaient obligés de réagir, ils ont réagi, je le répète, sans être étincelants. Ils vont devoir montrer plus pour prendre le contrôle de cette série. Mais bon, somme toute, il n'y a pas eu d'inquiétude outre mesure. Ils sont revenus à 7 points à un moment. Il leur a manqué quelque chose pour vraiment faire douter les Timberwolves. Mais voilà, résultat finalement logique. À 6 minutes de la fin du troisième quart-temps, 65-58, je crois que c'est un 3 points de Kuminga d'ailleurs, qui ramène Golden State à 7 points. Derrière, il y a tout de suite une réponse de DiVincenzo d'ailleurs. Beaucoup de balles perdues du côté des Warriors. Il y a quand même eu, en tout cas très rapidement sur le début de match, on a vu quand il n'y a pas Stephen Curry, c'est très compliqué pour créer du jeu. Ils ont mis 5 minutes à mettre leur premier panier. Ouais, 13-0 au début. Ça a commencé par un 13-0, ouais, exactement. Quinton Post avait été mis dans le 5 majeur, sans doute pour étirer les lignes. Ça n'a pas marché. Lui, on ne l'a plus revu du tout. Il a utilisé 14 joueurs quand même, Steve Kerr, et Quinton Post, au final, il a joué que 3 minutes. Je pense que c'est lui qui a le moins joué. Il a pas fait... Kevin Looney aussi a fait jouer que 3 minutes. On en vient à moi, un des constats que j'ai eu, c'est que quand il n'y a pas Stephen Curry, tu es presque obligé de jouer, j'ai envie de dire small, mais en fait, le vrai bon terme, c'est mobile. Tu es obligé de jouer vraiment mobile parce que tu dois miser sur ta vitesse. Chris Finch avait dit après le Game 1 que la vitesse des Warriors avait beaucoup perturbé les Timberwolves. Les Timberwolves ont un avantage de taille, donc c'est compliqué de jouer petit parce que tu t'exposes à ça. Mais je pense que la solution des Warriors passe par là. Et d'ailleurs, les premières belles séquences de jeu dans le premier quart-temps, elles viennent au moment où il y a un 5 beaucoup plus mobile. Et là, il y a des espaces qui se créent parce que tu n'as pas Stephen Curry qui a l'attraction naturelle de la défense, de l'attention qui se porte vers Stephen Curry et qui de lui-même crée des décalages, qu'il ait le ballon ou non. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu pas mal de tirs casse-croûte. Et c'est au moment où ça a joué un peu small ball. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier quart-temps, les Warriors, ils prennent une pilule complète. 29-15 après un quart-temps, c'est déjà... C'est pas plié du coup, mais tu vois, ils sont déjà dans une mauvaise posture. Sur ce 29-15, quand il y a un 5 small ball, les Warriors, ils gagnent 11-4. Il y en a eu 2 différents des 5 small ball. 11-4. Et dès qu'il n'y a pas un 5 small ball avec un vrai pivot, c'était 4-25. C'est la réalité que d'un quart-temps. Ça ne veut pas dire que tu peux faire ça tout le long. Surtout que tu as dit Trayce Jackson-Davis, effectivement, a été relancé. Je ne suis même pas sûr qu'il avait joué sur ses playoffs, hormis garbage time. Et 15 points, 6 rebonds à 6 sur 6 au tir. Jonathan Kuminga aussi. On l'avait dit, Kuminga peut apporter quelque chose, créer du jeu pour lui. Il l'a fait. 18 points, 26 minutes à 8 sur 11 sur tir, à 8 sur 11 au tir. Mais bon, quand même, victoire de Minnesota. Et Shai, il y a un truc, c'est que l'adresse à 3 points, j'en profite pour faire un mea culpa. C'est vrai que les Timberwolves avaient une des meilleures équipes de la ligue en termes d'adresse à 3 points. Je suis complètement passé à côté. J'ai toujours pas l'impression que c'est une équipe pourtant élite, mais effectivement, il y a pas mal de bons shooters. Et là, ils ont mis 16 3 points et Shai 16, c'est plus que sur les 2 derniers matchs réunis. Ouais, ça fait évidemment la différence, surtout qu'en face, il n'y a pas eu une réussite extérieure très importante non plus. Ouais, en fait, ils ont des shooters. Enfin, ils ont déjà le shooter le plus prolifique de la ligue avec Anthony Edwards. C'est celui qui a mis le plus de paniers à 3 points durant la saison régulière. Mais comment dire, c'est vrai qu'on les identifie pas comme des shooters hyper fiables, alors que là, ils l'ont été. Nickeil Alexander-Walker en sortie de banc a fait un bon match. Jaden McDaniels a mis ses tirs quand il les a eus. Et pour sortir du pur registre à 3 points, moi, je voulais aussi quand même mettre en avant le match de Julius Randle parce que ça fait des années qu'il s'en prend plein la tronche, à juste titre en playoff, parce qu'il a disparu très souvent après des bonnes saisons régulières. Là, il est franchement
à Minnesota. Même moi qui suis vraiment un défenseur de Randle depuis le début de sa carrière quasiment, avec les limites que je lui reconnais, hein, évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fiable pour les Timberwolves. Et là, il est excellent encore parce qu'il y a le scoring, il met des paniers importants, notamment quand Golden State commence à revenir. Il fait 11 passes décisives, il prend 7 rebonds, il tire à 10 sur 17. Il a un vrai impact positif dans cette équipe. Et autre chose que j'ai bien aimé, et ça, il l'a jamais versé là-dedans non plus, et les Wolves là l'ont pas fait non plus. C'est ce que je te disais avant qu'on commence. C'est-à-dire que quand ils ont mis des paniers qui pouvaient être un peu électrisants, où tu as des joueurs qui derrière flex, gueule, je les ai trouvés très calmes, et ils se sont dit, et Randle en tête, il n'y a pas de quoi se la péter. On joue contre une équipe diminuée, on est dominateur au score évidemment, mais on peut faire encore mieux. J'ai juste l'impression là, c'est ce qui m'a rassuré, parce que en soi, gagner contre les Warriors sans Curry, sans être brillant, c'est bien, mais je pense qu'ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Anthony Edwards sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Il s'est blessé, il faut le signaler. Il s'est tordu la cheville dans le deuxième quart-temps, il est revenu en deuxième mi-temps. Il a dit après le match que ça allait, que les kinés avaient fait un super boulot et qu'il se sentait très bien, mais il était un petit peu diminué. Je les ai trouvés sérieux, concentrés, pas du tout euphoriques à l'idée de jouer contre des Warriors sans Curry. Voilà, là en ça m'a rassuré pour Minnesota. Gros job de Jaden McDaniels sur Jimmy Butler. Jaden McDaniels, il termine avec 16 points, 3 contre, 3 interceptions. Et justement, je voulais venir un peu sur Butler. Alors, effectivement, maintenant que Curry n'est pas là, McDaniels se retrouve sur lui. C'est-à-dire que dans le premier match, ce n'était pas le cas. McDaniels, il s'occupait de Curry. C'est lui qui a la charge à chaque fois de défendre sur le meilleur attaquant adverse. Là, il était sur Butler. Butler, il finit avec 17 points. Il n'est même pas le meilleur marqueur de son équipe, d'ailleurs, c'est Kuminga. C'est le genre de match où là, on pouvait espérer, en tout cas dans le plus optimiste des scénarios, avoir un Jimmy Butler un peu façon campagne du 8 en playoff, genre un mec qui prend complètement le jeu à son compte. Je pense quand même qu'on voit que physiquement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit possible. Et je ne suis pas sûr que ça soit à nouveau possible sur la suite de sa carrière, ou alors ponctuellement, bien sûr. Il y aura quand même des matchs où il peut mettre 35, 40 points, ça va arriver, ça viendra. Mais on est quand même sur un joueur de 35 ans, bientôt 36, qui a eu beaucoup de pépins de santé. C'est pas dit que sur une série, Jimmy Butler puisse faire constamment des différences s'il n'y a pas Stephen Curry. Il le fera peut-être au Game 3, peut-être que ça arrivera, qu'il y aura un ou deux matchs, mais je serais surpris. Je ne pourrais pas miser sur Butler qui fait 4 matchs de suite à aller à 30 points ou plus. Moi, ça m'étonnerait. Ouais, par instant, ça donnait presque l'impression qu'il n'avait pas envie de tirer, de prendre ses responsabilités offensives, mais je pense que c'était peut-être plus de l'ordre de je peux pas en fait le faire, parce que ça reste Jimmy Butler, on l'a jamais vu fuir des responsabilités. Là, ça a donné un peu cette impression-là qu'il était soit pas capable, soit peu effrayé. C'est pas un bon terme avec ce mec, c'est pas une bonne idée de lui dire ça. Mais ouais, j'ai eu la même impression que toi, et je pense qu'ils auraient besoin pourtant que Butler soit en l'absence de Curry plus impactant offensivement. Il va sans doute, on imagine que Curry va manquer au moins le prochain match à nouveau, et ce serait bien que Butler arrive à en faire un peu plus, arrive à avoir aussi cette agressivité parfois. Depuis qu'il est arrivé, il a eu des matchs où il est allé très souvent sur la ligne. Là, il n'y a été que 5 fois, par exemple. Donc peut-être qu'il arrive à retrouver cette agressivité vers le cercle qui va lui permettre d'avoir des lancers et de marquer plus de points. Je pense qu'il est sans doute déjà gêné par son corps, par sa blessure. Il est sans doute gêné par la longueur de McDaniels, par celle de Gobert. Il n'y a pas un match-up où tu sens qu'il a vraiment envie d'aller chercher un match-up. On pourrait peut-être regarder du côté de Mike Conley, mais de toute façon, après, les Wolves sont aussi très bons pour ne pas constamment switcher et pour réussir à garder leur mec celui qui est défini. C'est-à-dire que McDaniels, il arrive à rester sur son vis-à-vis la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être besoin d'un Butler tueur, et peut-être pas tant que ça, en fait. C'est ça le plus fou, c'est que tout à l'heure, je viens de dire... je ne suis pas sûr que Jimmy Butler puisse faire 4 matchs de suite à 30 points, mais ce n'est peut-être pas forcément ce qui est nécessaire pour les Warriors. Il y a besoin d'un peu plus d'adresse extérieure. Là, ils font 9 sur 32. Alors, ça passe aussi par des décalages. Le 9 sur 32, il est aussi lié au fait qu'ils ont du mal à avoir des espaces et qu'il y a une bonne défense en face. Ce n'est pas juste de la malchance, tu vois. Il y a des tirs qui sont pris, ce n'est pas des bons tirs parce qu'il y a une bonne défense, parce qu'il n'y a pas l'espace nécessaire. Et du coup, voilà, ils ne peuvent pas miser juste sur on va retrouver de l'adresse. Mais un mix de plusieurs choses, de Kuminga qui se représente sous cet
état d'esprit, pardon. Butler, peut-être qu'il en fait un peu plus. Draymond Green, qui lui peut retrouver un poil plus d'adresse, il a été maladroit. Il peut y avoir un match comme ça où certaines choses s'alignent et tu peux prendre un match, sachant que nous, on l'a dit, la mission, quelque part, c'est de gagner du temps, en fait. C'est de gagner du temps en attendant un éventuel retour de Curry. Et là, Shai, j'ai envie qu'on parle un peu de Curry parce que c'est quand même hypothétique. Chien à tourner comme ça. Les ischios, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas la cheville. Tu peux pas serrer les dents de la même manière. C'est pas le poignet, c'est pas l'épaule, quoi. Et Stephen Curry, là, il s'est exprimé et il l'a reconnu lui-même. Il a dit attention, attention. Je comprends qu'on veuille parler de retour le plus vite possible, mais c'est pas simple. Il est déjà en train de tempérer quand même, Stephen Curry. Il va revenir, mais faut pas s'attendre à le revoir tout de suite. C'est juste ça. Ils peuvent grâce à la victoire du premier match, ils peuvent se permettre entre guillemets de patienter un peu. Là, la série va partir à Golden State. Et du coup, sur le premier match, je pense qu'ils vont vraiment faire en fonction de ce qui va se passer, tout simplement. S'ils perdent les deux prochains, s'ils perdent le prochain, déjà, ça va mettre un peu de pression. Mais on va le revoir, à mon avis. Il va essayer. Ce sera peut-être pas un Curry à 100%, mais il va essayer un moment. Il a raison de tempérer parce que les gens doivent pas s'attendre à ce qu'il revienne tout de suite. C'est normal. Les ischios, c'est compliqué. Moi, vraiment, je pense qu'on va le revoir. Et parce que sa présence est importante au-delà du joueur qu'il est, évidemment. Tu vois, pour réussir à canaliser un peu Draymond Green, par exemple, parce que dès qu'il a pris sa technique, là, bon, il a vrillé total encore. Il fait une faute sur Naz Reid qui est totalement évitable, une faute de dégagement où il lui met le coup à moitié dans la tête et les arbitres visionnent pour lui mettre la technique. Il est d'ailleurs à 2 fautes techniques d'une suspension, attention. Ouais. Donc même s'il passe, admettons que les Warriors passent l'obstacle Minnesota, ce qui n'est pas du tout garanti, attention, il faut quand même surveiller ça. Curry est tout de suite venu essayer de l'empêcher de prendre une deuxième faute technique dans la foulée parce qu'il super mal aux arbitres. Il parlait super mal aux arbitres. Il se mettait devant Tony Brothers et devant l'autre dont j'ai oublié le nom, mais et puis même après, tu sais qu'après le match, il était pas redescendu. Hein. J'allais y venir. T'as vu ce qu'il a dit après le match, ouais. Voilà. Il a dit j'en ai marre qu'il y ait un agenda, qu'il y ait un projet pour me dépeindre comme un homme noir en colère. Bon. Moi, c'est ça qui m'agace, plus que la faute technique. En fait, les émotions de Draymond, on a vu que c'est pour le meilleur, pour le pire. Bon, ça serait bien qu'il apprenne à les canaliser, mais ok, il y a des gens comme ça. Ça arrive. Par contre, qu'une fois la pression est descendue, tu dises que c'est les autres qui veulent te faire passer pour un fou, ça me plaît moins en fait. Arrête, mec. Tu as de la chance déjà de ne pas être expulsé. Il parle super mal aux arbitres, il parle super mal à tout le monde. Il se met au visage, il se met devant le visage des arbitres. Il y a des gars qui seraient expulsés. C'est-à-dire que lui est persuadé qu'il y a un agenda contre lui, qu'il est victime de sa réputation. Déjà, si c'était le cas, souvent, au final, c'est mérité. Déjà, souvent, c'est mérité quand il prend une technique. 2, s'il est victime de sa réputation, c'est parce qu'il s'est lui-même créé cette réputation. Et 3, en vérité, c'est pas tout à fait vrai. Parce que des fois, sa réputation, le fait que les arbitres savent « Ah, ok, c'est Draymond Green, on sait, il est comme ça », des fois, ça lui évite une deuxième technique. Parce que je peux te dire que si Jonathan Kuminga, il pète un câble et il se met à hurler devant la gueule de l'arbitre, il va se faire tège, en fait. Il va se faire dégager en mode « Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es qui pour venir parler comme ça ?» tu vois. Et Draymond Green, ça laisse couler. Comme des fois, ça laisse couler pour Luka Doncic aussi, tu vois, qui est aussi pareil du genre à se plaindre et à gémir tout le temps et à venir râler sans cesse auprès des arbitres. Des fois, les arbitres laissent passer auprès de Luka plus de trucs, comme Chris Paul à une époque, tu vois. Et Draymond Green, sa réputation, elle lui sert aussi. Et comment tu peux, après le match, être persuadé d'être... Non, mec, t'es pas... C'est comme Ja Morant qui est persuadé que la Ligue lui en veut. Non, gars, à un moment, tu fais le con. Et du coup, Draymond Green, tu l'as dit, deux fautes techniques d'une expulsion. Je sais plus, Gobert avait dit, ouais, quand il n'y a pas Curry, c'est pas le même homme. Bah là, pareil, on le voit sur ce match, tu vois. Ça se voit tout de suite. C'est très vrai. Donc Draymond Green, c'est bien beau, il a de l'ego, il a des émotions, qu'il les mette dans le bon sens. Après, voilà, généralement, il arrive toujours à finir par les mettre dans le bon sens. Il faut quand même lui donner ça. Il arrive souvent, la plupart du temps, ça lui sert. Ça va finir par mener à quelque chose de positif pour les Warriors. Mais là, c'est important que très vite, ils se reprennent. Ouais. Et pour Curry, effectivement, je pense aussi qu'il va revenir. Il s'est aussi exprimé sur un potentiel retour si jamais la situation devait l'exiger. Alors, on peut imaginer par exemple Game 5, s'il y a 3-1 pour Minnesota qui sont au bord de l'élimination. Là, évidemment, je pense que Curry jouerait le Game 5, sauf si vraiment il ne se sent pas bien et que les Warriors diraient bon, bah tant pis, ce sera l'année prochaine, tu vois.
Et aussi à 2-2, Game 5 ou Game 6, je suis sûr que oui, on finirait par le revoir, sauf si vraiment c'est problématique sa blessure. Mais je serais surpris qu'on le revoie Game 4, je serais surpris. À mon avis, c'est au moins Game 5 au minimum, quoi. Ouais, je pense aussi. La fenêtre est courte, parce que hier je disais, il sait très bien qu'il a plus 5, 6, 7 ans, mais ils ont encore théoriquement l'année prochaine, même s'ils vont prendre tous un peu d'âge entre-temps. Ils vont pas non plus comment dire, appuyer là-dessus, prendre plus de risques qu'il faudrait, mais je pense vraiment, c'est les ischios, donc certes c'est problématique, mais c'est pas un genou, voilà. Je pense que voilà, on va le revoir et le contexte dépendra le moment de son retour. Yes, en tout cas, le Game 3, ça sera du coup samedi soir, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un match tous les 2 jours. Ouais. Ce soir, comme match, on aura Indiana contre Cleveland. Donc là, c'est presque, c'est déjà match de la mort, hein. C'était déjà le cas du Game 2, mais là, pour Cleveland, il y a vraiment plus du tout le droit à l'erreur. J'ai pas de nouvelles, évidemment, des blessés. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'on va apprendre de la journée. Ça va être en dernière minute, ouais. En tout cas, la manière dont Atkinson en parlait, moi, je me demandais est-ce qu'il y avait un peu de psychologie derrière ça. Vu qu'ils ont effectivement pas joué le Game 2 qui était déjà crucial, je pense qu'il y a bel et bien autour de Mobley, Garland, etc. des soucis de santé un peu préoccupants. Et ce soir, il y a aussi OKC contre Denver. C'est un Game 3 très important. Bon, tous les matchs sont importants, c'est sûr. Mais là, tu es à 1-1. Premier match à domicile pour Denver. Généralement, c'est les matchs un peu pivots. Cela, donc ça va être un match très intéressant qui, je pense, sera beaucoup plus engagé que le dernier match entre le Thunder et les Nuggets. Très beau programme en tout cas, ça fera un beau CQFR lundi. Exactement. Écoute, Shai, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve effectivement demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à vos questions. Dimanche, Pop Culture, et lundi, on fera un grand CQFR à 3 pour débriefer le week-end. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonne journée.